match, Mathieu, vous qui êtes amateur de foot? Les Paraguayens ont réussi à rendre plus supportables les Argentins, les Uruguayens, tellement leur niveau de jeu était à la fois horrible sur le plan du jeu en tant que tel et sur la question de l'anti-jeu, du comportement antisportif. C'était tout simplement insupportable à regarder. Franchement, j'ai jamais vu une équipe comme ça, même l'Atlético de Madrid, de Diego Simeone, etc. On peut jouer défensif et refuser un peu le jeu et subir, etc. davantage parce qu'ils n'ont pas l'équipe que nous, on a en française. Mais franchement, casser le jeu à ce point-là, c'était insupportable à regarder. Et heureusement qu'on n'est pas allé en prolongation pour se taper On avait l'impression, au fur et à mesure que le match... Peut-être qu'il y a un point aussi à dire, et c'est ce que dit Alain Giresse, qui est important, c'est que pour gagner une Coupe du Monde, l'équipe, c'est pas forcément c'est pas la meilleure équipe forcément qui gagne la Coupe du Monde, c'est celle qui a la palette de jeu la plus complète. C'est-à-dire qu'en 2018, on est une équipe qui est capable de faire un festival offensif contre l'Argentine. On joue un match très rugueux contre l'Uruguay. On joue un match très défensif contre la Belgique. Là, on a vu quand même que l'équipe de France a une palette de jeu assez large, c'est-à-dire capable de jouer contre des équipes qui sont très fermées, des équipes qui sont très dures. Elle est capable de faire des gros matchs aussi contre des grosses équipes. Donc, ça présage le meilleur pour notre équipe de France. Et donc, rendez-vous jeudi soir maintenant pour le quart de finale face au Maroc. Ce sera un autre match et on l'espère avec un peu plus de jeu parce que hier, c'était vraiment... Dans le JDD de l'interview de Charles Kussner, parce qu'en fait, ça dit beaucoup de ce qu'est devenu le paysage politique français à la suite de l'élection de Donald Trump, où en fait, beaucoup de gens ont redécouvert la souveraineté. Et justement, parce que Donald Trump est très agressif vis-à-vis de l'Europe et de la France en particulier, eh bien, beaucoup de gens ont redécouvert cette notion-là. À gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon, qui a toujours été un anti-américanisme, fait preuve d'anti-américanisme primaire, se redécouvre une passion pour prendre en otage le reste de la gauche en disant non seulement c'est les États-Unis, c'est le pays du capitalisme, c'est le pays du grand capital, c'est le pays qui soutient Israël en plus, donc on rajoute une connotation antisémite, mais en plus de ça c'est Donald Trump. On voit aussi au sein du bloc central beaucoup de gens qui se rallient à une position anti-américaine alors que pour masquer un petit peu finalement le fait qu'ils ont toujours été atlantistes et que certains ont quand même vendu Alstom aux Américains pour ensuite après, parce que c'est Donald Trump, se redécouvrir une passion anti-américaine. C'est quelque chose qui dit beaucoup, en tout cas je trouve, de la position du personnel politique français à l'égard et à l'endroit des États-Unis. Je trouve que c'est très intéressant ce que dit. Ça peut peser, vous pensez, dans l'esprit de certains électeurs, le fait que la position officielle du gouvernement américain, c'est de... Je voulais revenir. Est-ce que vous avez un exemple peut-être de quelque chose qui va mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, Mathieu? Qu'est-ce qu'il y a un domaine dans lequel Emmanuel Macron a réussi? C'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. On a travaillé sur cette question-là. Le seul domaine qu'on voit à peu près pour nous, c'est tout ce qui est sur les entreprises du numérique, l'investissement en France, quand vous prenez les baromètres EY, l'attractivité du pays globalement. Alors c'est un peu moins vrai depuis 2024 où avec la dissolution, on a quand même sabordé une partie de l'attractivité de notre pays. Puis on a des défaillances d'entreprises qui s'enchaînent. On est à 70 000 défaillances d'entreprises. Mais on va dire que sur cette partie-là de l'économie, c'est un peu mieux qu'avant. C'est maigre comme bilan, mais faut dire aussi quand les choses vont bien. C'est aussi un argument qui est mais après, pour revenir sur Marine Le Pen, là où c'est intéressant, je trouve, et c'est pour ça que sa critique du bilan d'Emmanuel Macron est très offensive, c'est que Marine Le Pen, elle considère que le clivage véritable en France, c'est un clivage élitaire, bloc élitaire contre bloc populaire. Et elle veut affronter Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Et que ça supplante le clivage gauche-droite classique. Et c'est vrai que la musique qu'on entendait jusqu'à présent, c'était que Jordan Bardella serait sur un autre clivage, le clivage gauche-droite, et que donc, effectivement, il était plus en faveur de l'union des droites, etc. Or, je pense qu'il n'y a pas forcément de distinction entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur cette lecture-là, et que c'est pour cela que Marine Le Pen est dans une logique de vouloir être la défenseur des classes populaires, de la mondialisation sur le plan économique, de la mondialisation sur le plan culturel, des flux migratoires, de l'insécurité. Plutôt dans ça qu'elle s'inscrit. Et je pense que Jordan Bardella s'inscrira de la même manière. Ophélie Roch, est-ce que vous voyez quelque chose qui est mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Je rappelle que vous êtes